franchement, niveau prédiction, je suis pas mauvais quand même. Donc, honnêtement, moi je pense qu'Alonso est le favori pour remplacer Vettel chez Aston Martin l'année prochaine. Sachant qu'Alonso, il est en train de discuter avec Alpine, sauf que il n'y a pas d'accord encore entre les deux. Donc, rien n'est fait. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui voulez-vous voir remplacer Vettel en 2023? Parce que c'est tombé à 10 heures pile. Alonso signe chez Aston Martin pour 2023. Incroyable! Incroyable, et c'est tombé très vite. Hein. Donc voilà, tout va s'enchaîner maintenant, et Piastri va rejoindre Alpine sans souci. Donc Aston Martin a déclaré: nous sommes ravis de confirmer que le double champion du monde, Alonso, rejoindra l'équipe à partir de la saison prochaine avec un contrat pluriannuel. Donc ça veut bien dire au moins 2 ans, voire peut-être 3. Alonso, il va être là encore longtemps, les gars. Hein. Putain, incroyable. Voyons donc ce qu'ils ont communiqué. L'équipe Aston Martin a clairement l'énergie et l'engagement pour gagner. C'est donc l'une des équipes les plus excitantes de la Formule 1 aujourd'hui. Je connais Lorenz et Lens depuis de nombreuses années. Il est évident qu'ils ont l'ambition et la passion de réussir en Formule 1. J'ai vu l'équipe attirer systématiquement des personnes formidables avec des pédigrés de gagnants. J'ai pris conscience de l'énorme engagement envers de nouvelles installations et ressources à Silverstone. Personne en Formule 1 aujourd'hui ne fait preuve d'une plus grande vision et d'un engagement absolu à gagner, et cela en fait l'opportunité vraiment excitante pour moi. J'ai toujours la soif et l'ambition de me battre pour être devant, et je veux faire partie d'une organisation qui s'engage à apprendre, à se développer et à réussir. Nous sommes tous conscients qu'il y a beaucoup à faire pour être devant, et que nous devons mettre notre énergie à travailler ensemble pour trouver de la perfo. La passion et le désir de performer, dont j'ai été témoin, m'ont convaincu de maintenir mon plaisir et mon engagement en F1. J'ai l'intention de gagner à nouveau dans ce sport et je dois donc saisir ces opportunités. Franchement, encore un nouveau challenge pour Fernando Alonso, incroyable du coup. Putain, là. Je l'avais prédit, n'empêche. Hein. Bon, j'hésitais avec Mick Schumacher, j'avoue. Mais j'avais quand même dit, mot pour mot, qu'Alonso, pour moi, était le favori. Bon, si vous voulez les chiffres du loto, je vous les donne. Hein. C'est incroyable. Et surtout que l'annonce est survenue dès le 1er août, quoi. 3 jours après le départ de Sébastien Vettel à la retraite. Bon, voilà, c'est fait. Donc, vous en pensez quoi maintenant? Alonso va rejoindre Aston Martin dès l'année prochaine pour plusieurs saisons. Piastri, ça va être qu'une question de jours, hein, voire d'heures, avant qu'il soit confirmé chez Alpine, évidemment. Ça sera Piastri et Ocon. Et Alonso Stroll, ça va. Alonso, face à Stroll, il devrait le défoncer. Hein. Ça devrait aller assez vite. Hein. Bon, alors, maintenant, au niveau stratégie, est-ce que, niveau carrière, c'est bien ce qu'il a fait, Alonso? Parce que tout le monde se dit, mais attendez, Aston Martin, c'est nul. Pourquoi il reste pas chez Alpine? C'est beaucoup mieux. Ouais, mais peut-être que dès l'année prochaine, il y aura du gros progrès. Hein. Chez Aston Martin, ils sont en train de construire des souffleries, des usines et tout. Je pense qu'il y a du pognon derrière quand même, des investisseurs lourds. Et peut-être qu'Alpine, ils ont une marge de progression plus réduite au final qu'Aston Martin. C'est ça qui se dit aussi. Alors maintenant, le mec va être en F1 encore jusqu'à 44, 45 ans, quoi. Incroyable. Ça, je l'avais pas vu venir. Par contre, ça se trouve, il va arrêter après Hamilton, quoi. Waouh, c'est impressionnant. Bon, vous en pensez quoi du coup? Alors maintenant qu'on sait où va aller Alonso, cette news est vraiment rigolote. Pour le coup. Alors je sais pas comment l'interview a été faite exactement, mais ça me fait bien marrer au final parce qu'Alpine ils ont rien vu venir sur les tractations en coulisses entre Alonso et Aston Martin. Seules de petites choses restent à résoudre pour un nouveau contrat entre Alonso et Alpine pour la saison 2023. Vous avez absolument raison, commente Otmar Software. Ce sera très simple, c'est juste une question de temps et de détails, ce sont de petites choses. On pense toutefois que le principal point de friction est la première offre d'Alpine, c'était qu'une prolongation d'1 an seulement. Alonso, il faisait pression pour un accord pour 2023 et 2024. Peut-être pas une petite chose, mais à moins que ce point ait déjà trouvé un accord. D'un point de vue technique, Alpine est satisfaite du fait qu'Alonso soit le coéquipier d'Esteban Ocon. Alan Perman, ingénieur expérimenté de l'équipe, avait déjà fait l'éloge d'Alonso ce week-end. Software, qui est arrivé d'Aston Martin au cours de l'hiver, confirme: c'est la première fois que je travaille avec lui, et oui, il a raison, il est absolument génial, il est performant à un niveau élevé. Lorsqu'on lui demande si l'avenir d'Alonso devrait être clair au moment où la F1 sortira de sa pause fin août à Spa, il a répondu oui, absolument. Il est déjà clair depuis un jour après la pause, quoi. Hein. Le premier jour de la pause, on va dire. Nous lui parlons et nous sommes sur le point de faire quelque chose. Je pense que Fernando a raison, à Spa, tout le monde saura. Je pense qu'il est juste que nous prenions les choses calmement. Oh là là, comment vous êtes fait enfumer, c'est incroyable. Ils n'ont absolument rien vu venir, et j'ai hâte d'avoir la réaction d'Alpine, du coup. Et vous, ciao ciao. Alors, réaction de Lorenz Stroll et de Mike Crack sur la nomination d'Alonso pour remplacer Vettel, donc pendant au moins 2 ans, si ce n'est 3. J'ai été témoin de l'enthousiasme de l'équipe d'ingénierie de toute l'organisation quand nous leur avons annoncé que nous allions travailler avec Fernando. Nous savons que presque tout le monde peut apprendre de quelqu'un de calibre de l'expérience de Fernando. Nous sommes convaincus qu'il inspirera tout le monde à améliorer son niveau.
et ça ne fera que renforcer l'énergie déjà très forte qui existe au sein de l'équipe. Nous sommes en train de créer une organisation gagnante, et il est clair que Fernando accélérera nos progrès et nous amènera à une performance dont nous pouvons être fiers. Crack confirme aussi que Lance Stroll restera dans l'équipe, aux côtés d'Alonso. Oh bah ça alors, quelle surprise! Nous sommes ravis d'avoir Fernando et Lance comme pilotes l'année prochaine. La combinaison de l'expérience et de la jeunesse sera incroyablement forte, et les deux pilotes ont hâte de courir et de travailler ensemble. Bon, au moins, je pense que Lance Stroll fera moins enfin, il gênera moins que Alonso que Ocon a pu le faire, parce que c'est vrai qu'Ocon est très très proche en termes de perfo d'Alonso. Et je pense qu'il y aura un fossé un peu plus grand entre Stroll et Alonso pour le coup, parce que clairement Stroll est moins fort qu'Ocon quand même. On verra bien, mais bon, c'est mon avis en tout cas. Alors Lawrence Stroll, PDG Aston Martin, je connais et j'admire Fernando depuis de nombreuses années. Il a toujours été clair qu'il était un gagnant impliqué comme moi. J'ai entrepris de réunir les meilleures personnes et de développer les ressources et l'organisation nécessaires pour réussir dans ce sport hautement compétitif. Et ces plans prennent maintenant forme à Silverstone. Il semblait donc naturel d'inviter Fernando à faire partie du développement d'une équipe gagnante. Et nous avons très vite établi lors de nos récentes conversations que nous avons les mêmes ambitions et les mêmes valeurs. Il était logique et facile de confirmer notre désir de travailler ensemble. Bah écoutez, voilà. Maintenant, est-ce qu'il va bien s'entendre avec Stroll, père? Ça reste à confirmer parce que les deux ont quand même un fort caractère. Donc, s'il voit Fernando que ça n'avance pas, que ça reste comme cette saison, en 2023 chez Aston Martin, je pense qu'il va peut-être regretter un petit peu son choix. Mais bon, rien ne dit que Alpine, de toute façon, sera mieux que ce qu'ils sont cette saison, l'année prochaine. Encore une fois, Alpine, bon, est-ce qu'ils ont une marge de progression très haute? J'en suis pas sûr, honnêtement. Et je pense qu'il sera mieux payé chez Aston Martin que chez Alpine. Et ça joue aussi, n'empêche. Et Aston Martin, bon, c'est peut-être plus prestigieux en termes d'image que Alpine aussi. Même si, évidemment, il n'y a rien de honteux à rouler chez Alpine, je dis pas ça, mais bon. Aston Martin, voilà, c'est les voitures de luxe, le prestige, etc., etc. Donc voilà, tous les autres candidats qu'il y avait, c'est-à-dire Hülkenberg, Mick Schumacher, De Vries même, et ben voilà, ils sont out. Voilà, ils sont pas pris par Aston Martin, ils ont fait leur choix très très vite. Donc voilà, tout le monde peut partir en vacances sereinement. Et Piastri, bah, ça, c'est une question de jours avant qu'il soit nommé, je pense, chez Alpine, peut-être même dès aujourd'hui. On verra ça. Allez, ciao. Alors, on attendait évidemment avec impatience la réaction d'Alpine suite à cette surprise en ce 1er août 2022. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, Fernando Alonso signe pour 2023 et plus, au moins 2 ans, chez Aston Martin du coup, malgré son âge avancé. Donc l'équipe Alpine annoncera ses pilotes 2023 à temps voulu. Alonso court pour Alpine depuis 2021, il s'agissait de son 3e passage avec l'équipe d'Enstone après avoir couru pour elle sous le nom Renault de 2003-2006 et de nouveau en 2008 et 2009, remportant 2 championnats du monde à cette époque. Une nouvelle trahison finalement de Fernando Alonso. On sent un peu que Renault, pour lui, c'est un peu une équipe bouche-trou. Il veut pas faire carrière avec eux. Il a quitté Renault après avoir été champion du monde. En 2008 et 2009, il est un peu revenu chez eux, on va dire par défaut, parce que chez McLaren ça s'est mal passé avec Hamilton. Du coup, après, quand il a pu signer chez Ferrari, il a requitté Renault. Là, il re-signe chez eux, il revient en F1 une nouvelle fois avec Alpine, donc ex-Renault. Et là, au bout de 2 ans, il part. Alors honnêtement, les fans de Renault, je serais vous, je leur ai mauvaise quand même, parce que on a l'impression que c'est un peu une équipe bouche-trou pour lui quand même. Nous souhaitons le meilleur à Fernando pour son avenir en F1. Fernando a toujours fait et fera toujours partie de la famille Renault et Alpine, et nous sommes fiers et privilégiés d'avoir partagé autant de moments en piste ensemble. Nous avons hâte de terminer le reste de la saison 2022 avec Fernando en bleu. Nous continuerons à pousser jusqu'au maximum, jusqu'au dernier tour en novembre. L'équipe annoncera sa composition de pilotes en temps voulu pour l'année prochaine. Bon, sans surprise, ça sera Piastri qui va le remplacer. Alors s'ils prennent quelqu'un d'autre que Piastri, là je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Ça serait totalement illogique. Le fait que Piastri ne soit pas annoncé dès ce matin prouve que l'équipe française a bien été prise par surprise. Ça se trouve, ils ont négocié en coulisses pour mettre Piastri chez Williams, et là ils vont se retrouver dans la merde. ça serait trop là. Bon, de toute façon, ils trouveront bien un pilote au cas où. Je pense qu'une équipe qui est 4ème au championnat constructeur, ça va tirer pas mal de pilotes quand même. Donc je me fais pas de soucis pour eux, si jamais. Mais bon, normalement c'est Piastri. Voilà, donc Alpine sous le choc. Et comme nous tous d'ailleurs. Ciao. La pluie a eu des avantages et des inconvénients en Hongrie. Verstappen, Hamilton et Russell racontent en course. Ils m'ont dit à la radio qu'il pourrait y avoir un peu de pluie, et avec les pneus qui baissent en température, ça rend toujours les choses un peu délicates. Déclare Verstappen dans la conférence de presse après la course. Puis nous avons eu la voiture de sécurité virtuelle, donc vous perdez encore plus de température dans vos pneus. Le dernier tour a été effectué très lentement, juste pour être sûr de ne pas partir en tête à queue. Malgré une bruine persistante tout au long de la course, l'asphalte n'a jamais changé d'adhérence, comme l'explique Hamilton. Il n'y avait pas une once de partie humide sur la piste, juste pour que vous sachiez, c'était complètement sec. Il n'a pas plu assez, malheureusement. Verstappen craignait, à l'inverse,
de son rival que la pluie s'abatte. Une fois que vous êtes en tête, vous n'avez personne devant et vous entendez ces rapports météo qui ne sont pas géniaux. Comme j'ai déjà expliqué, la température des pneus baisse et vous avez des gars derrière, vous avec des pneus plus frais, un set plus tendre aussi, donc c'est pas génial, mais l'écart était heureusement assez grand pour le gérer. Le néerlandais est ensuite revenu sur son tête à queue. Je ne sais pas, j'ai juste mis les gaz, j'ai complètement perdu l'arrière. Mais quand j'ai commencé à me rapprocher de Lewis et de Lando, j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'embrayage et les changements de vitesse. Donc nous avons dû faire quelques changements pour essayer de minimiser le glissement. Il y avait toujours un peu de patinage sur l'accélérateur, donc je ne sais pas, ça m'a juste surpris complètement à la sortie de ce virage. Russell a également apprécié les conditions variables et l'effet de la bruine sur la limitation de la surchauffe des gommes. La bruine a rendu la course excitante, et à certains moments, elle a probablement permis aux pneus et aux voitures d'aller plus vite, parce que les pneus ont pu surchauffer légèrement et la bruine a aidé. Ouais, il a eu de la chance avec son tête à queue en vrai Verstappen aussi. Hein. Franchement, ça s'est pas passé loin du mur. Hein. Et c'est même pas passé loin de se faire percuter par une autre voiture, qui était son équipier, je crois, à ce moment-là en plus. Donc, voilà, il a eu chaud. Hein. Bon, bah, au final, il s'en est bien sorti, il a gagné la course. Quant à la pluie, bah, elle est arrivée 5-6 minutes trop tard, malheureusement. Ouais, ciao. Verstappen a relativise son énorme avance de 80 points au championnat. Avec une casse moteur en course, ça aurait pu être que 37. Oui, bah avec des scies, Max, écoute, bon, tu n'as pas eu de casse moteur, à ce que je sache, donc voilà. Tu as 80 points d'avance, arrête de relativiser. C'est gagné. J'ai du mal à dire si c'est la course la plus compétitive que nous ayons eue. Je pense qu'il s'agissait en grande partie de choisir les bons pneus au bon moment. Bien sûr, nous savons que notre voiture est en général rapide. Mais tout au long de la course, Ferrari a également été très rapide, juste ils ont fait le mauvais choix avec les pneus durs. Donc il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons examiner, qu'on peut faire mieux. La course elle-même était bien sûr très bonne. Je veux dire, partir 10ème, gagner la course sur une piste comme celle-ci, c'est très très bien. Parfaite, non. Il y a eu beaucoup de choses qu'on analysera et qu'on examinera, croyez-moi. Le Néerlandais a remporté 8 des 13 premières courses, son avance sur Leclerc de 80 points. De quoi donner encore plus de confiance à l'approche des vacances. Bien sûr, c'était une excellente nouvelle, mais nous ne pourrons pas avoir trop de problèmes comme samedi avec le moteur. Si ça avait tenu 3 tours de plus, j'abandonnais en début de course. Je n'aurais pas 80 points d'avance, mais peut-être plus que 37 si Charles avait gagné. Avec le meilleur tour, ça se joue à rien. Et même en course, vous savez, nous avons eu quelques petits problèmes avec l'embrayage et les passages de rapport de boîte. Ce qui n'était pas génial. Dans l'ensemble, bien sûr, c'est bien, mais nous devons continuer à travailler à essayer d'améliorer les choses. Verstappen n'aime pas trop penser au record, mais celui de 13 victoires en une saison de Sébastien Vettel pourrait bien voler en éclats à ce rythme. Est-ce un objectif réaliste? Je ne sais pas. Il lui reste 6 courses à gagner, donc 6 sur 9. Putain la vache, ça serait incroyable. Nous essaierons bien sûr de gagner autant que possible dans les courses restantes, mais bien sûr, plus important encore, nous devons garder la tête du championnat. C'est bien sûr ce que nous devons essayer de sécuriser en premier. En tant qu'équipe, nous devons toujours gagner plus de courses, et c'est ce que nous essaierons de faire après la pause. En repensant aux 13 dernières courses, pense-t-il que Ferrari l'a involontairement aidé dans sa campagne pour son 2e titre mondial avec de trop nombreux problèmes du côté des rouges? Tout le monde essaie toujours de faire de son mieux, et parfois c'est bien sûr un peu plus difficile à réaliser, mais je trouve difficile de commenter parce que personne ne fait exprès et tout le monde veut bien sûr essayer de obtenir le meilleur résultat. Ouais, c'est à se demander s'ils font pas exprès, d'être aussi cons chez Ferrari quand même. Hein. De mon côté aussi, j'essaie toujours d'obtenir le meilleur résultat, et l'équipe aussi. Parfois vous faites du mieux, vous faites mieux que les autres week-ends, nous avons également perdu pas mal de points de notre côté en ayant eu des problèmes de fiabilité. Je trouve donc difficile de dire qu'ils m'ont aidé, parce qu'en fin de compte, vous devez toujours être performant vous-même et en équipe. Bah, ils t'ont aidé indirectement, tu peux pas nier, Max, désolé. Hein. Ils ont pas fait exprès, je pense, évidemment, de t'aider, parce qu'ils travaillent pas pour toi, mais bon, de par leur bêtise, de par leur stupidité, ils t'ont aidé indirectement. Voilà, je vous laisse commenter, ciao. McLaren est satisfait de terminer devant Alpine en Hongrie, mais l'équipe reste à 4 points des Français. Bah oui, parce que, encore une fois, voilà, il y a qu'un seul pilote qui marque des points chez McLaren, contrairement à Alpine. Avec les 6 voitures des 3 meilleures équipes qui ont terminé la course, la 7ème place était la meilleure que nous ayons pu avoir. L'évolution que nous avons introduite au Paul Ricard, dont nous avons amélioré notre compréhension en Hongrie, nous a mis en position d'être la 4ème équipe la plus rapide, ce qui est une grande réussite. Lando a réalisé une course propre pour prendre cette 7ème place, mais avec la même stratégie du côté de Daniel, nous avons du mal à trouver l'adhérence dans le dernier relais sur le pneu dur. Il est retombé hors des points. C'est quelque chose dont nous devons étudier dans la dernière semaine avant la fermeture estivale. Un grand merci à tout le monde sur la piste, à l'usine et à nos collègues chez Mercedes pour l'immense effort jusqu'à présent cette année. Tout le monde devrait profiter de la pause, recharger les batteries et revenir plus fort pour ce qui devrait être une bataille passionnante pour le championnat des constructeurs avec Alpine. Rendez-vous à Spa. Très bien. Ouais, c'est pas joué, la 4ème place. McLaren, je pense qu'ils ont pas dit leur dernier mot, attention. Alpine, c'est loin d'être gagné cette 4ème place. Et maintenant qu'Alonso sait qu'il part, est-ce qu'il va vraiment pousser l'équipe vers le haut et se donner au max? Bon, je pense que si quand même, parce que ça reste Alonso. Il va tout faire pour être devant les McLaren. Mais bon, si Alpine finit 5ème, ça
Fera ni chaud ni froid, hein, je pense, pour le coup, vu qu'il se barre. Bon allez, on verra ce que ça donne. Ciao. Russell, Mercedes a de quoi être fier après le Grand Prix de Hongrie. L'après-midi s'annonçait difficile car il y avait un risque de pluie tout au long de la course, a déclaré Russell. D'habitude, si vous êtes en pôle et qu'il y a un crachin, vous êtes assez déçu. Mais sachant que j'étais en pneu tendre, je me suis frotté les mains. J'ai pris un très bon départ. Les 4 premiers tours ont été bons. Très bons. J'ai creusé l'écart 3 secondes, je pense, avec Carlos. Puis malheureusement, la pluie s'est arrêtée. Les pneus médiums ont fait leur apparition. Mais on a quand même fait un bon premier relais. Et nous avons fait un arrow stand tout, chaque fois pour essayer de couvrir Max, couvrir les Ferrari. Finalement, Max était trop rapide pour nous. Ça nous a mis dans une position très délicate sur ce dernier relais, quand nous étions en médium. Je luttais déjà un peu, et mon ingénieur a dit qu'il nous restait 25 tours. Et la pluie a commencé à tomber. La température baissait, j'ai pensé que ça allait être un peu difficile dans les derniers tours. Mais Lewis a fait un travail incroyable. Et il y avait évidemment un rythme bien supérieur pour lui à la fin. Avec l'équipe, nous avons de quoi être fiers. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour avoir la meilleure opportunité de se battre pour la victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais du point de vue de l'équipe, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Russell ne pense pas cependant que Mercedes aurait pu faire mieux. Je pense que nous avons fait tout correctement pour toutes les bonnes raisons. Nous sommes rentrés assez tôt dans les 2 relais, réagissant à Max, réagissant au Ferrari, puis à la fin, malheureusement, ça nous a compromis, quand la pluie a commencé à revenir. Ouais, enfin, la pluie, elle a pas joué sur les derniers tours, hein. Il pleuvait pas assez pour que ça change d'adhérence. Hein. Dommage, ça s'est encore joué à 6 ou 7 minutes pour qu'elle ait vraiment un impact sur la course. Pas de bol. Nous étions sur les très vieux pneus médiums face à Lewis et Carlos qui avaient des pneus tendres neufs. C'est ça la course, vous ne pouvez pas anticiper tous les scénarios, nous avons fait ce qu'il fallait. Ça aurait pu facilement aller dans notre sens si la pluie était restée avec nous, disons, 10 minutes de plus au départ. Nous aurions creusé l'écart, nous n'aurions pas eu à ravitailler si tôt et les 2 derniers relais sur les médiums auraient été solides. Russell garde toutefois une vision positive du Grand Prix, avec un bilan très satisfaisant pour lui et son équipe. C'était un bon week-end, évidemment. Signer la pole, la position était géniale. Évidemment, on est toujours déçu, quand on parle de la pole, de finir en dessous de la première position. Mais quand vous regardez tout objectivement, je pense que c'était probablement un résultat correct. Donc néanmoins, la pole position, la 3ème place, ça fait beaucoup de choses dont on peut être fier. Russell veut continuer à avoir des progrès chez Mercedes, mais le Britannique sait aussi se satisfaire de ceux déjà accomplis depuis le début de saison. On doit juste continuer à garder l'esprit ouvert. Je ne pense pas que changer de concept de voiture va nous faire aller plus vite. Peut-être même le contraire, pour être honnête. Vu les progrès, oui, autant rester sur celui-là et essayer d'en retirer le plus possible, quoi. Parce que finalement, bon, il semblerait qu'ils aient réglé la plupart de leurs soucis. Ça manque juste un tout petit peu de perf quand même en course pour lutter avec Verstappen, mais le reste, ils sont au niveau des Ferrari. Hein. Enfin, ça dépendra des circuits, je pense quand même. Sur certains circuits, la Ferrari restera devant, je pense. Par contre, ils ont l'air de battre Pérez régulièrement. C'est déjà ça, quel que soit le circuit d'ailleurs. Après, on verra si ça continue ou pas. Peut-être que Pérez va réagir aussi. Il va se réveiller, Sergio. Parfois, il faut juste s'en tenir au processus et continuer à tout donner. C'est difficile à faire quand vous n'êtes pas dans le rythme et que les choses ne semblent pas aller dans votre sens. Mais personnellement, je crois en chaque personne de notre équipe et je pense que nous faisons d'énormes progrès pour le moment. Nous avons vu avec le travail que nous avons fait samedi, vous avez vu avec le rythme que nous avons montré tous les 2 en course. Au début de la saison, nous terminions les courses avec 1 minute de retard sur la première position. Les 2 dernières courses, nous étions en moins de 10 secondes. On va dans la bonne direction. Certes. Bon, à voir à Spa ce que ça donnera avec le plancher un peu modifié pour les Ferrari et les Red Bull. Est-ce que ça va leur faire vraiment perdre en perf ou est-ce que ça va pas changer grand-chose au final? Mystère. Allez, ciao. Des têtes vont-elles tomber chez Ferrari pendant l'été? Ah oui. Alors ça serait pas mal. Mattia Binotto pourrait-il se voir remercier ainsi en pleine saison? Ou alors les stratèges, à commencer par Inaki Abreda, seraient-ils priés d'aller voir ailleurs? Il n'y a évidemment pas de réponse directe, mais l'Italien tenait à protéger son personnel. Utiliser le pneu dur n'était clairement pas la bonne décision, mais nous avions la bonne stratégie en France, ainsi qu'en Autriche, donc nous avons généralement raison. Généralement. Ouais, il y a eu d'autres conneries faites cette saison quand même. Parfois nous faisons des erreurs, mais d'autres en font aussi. Mais non! Vous en faites beaucoup plus que les autres, c'est ça le problème. Non seulement Inaki, mais toute l'équipe est formidable, mais je les soutiens pleinement. Je pense que lorsque nos adversaires font des erreurs, ça n'attire pas autant l'attention. Parce qu'ils en font moins que vous, en fait. Tout simplement. Quelle mauvaise foi, encore une fois, de Binotto, là. Je soutiens donc tout le monde, totalement, dans l'équipe, pour avoir fait un excellent travail sur le fil du rasoir. Cependant, alors que le pneu dur ressemblait à un choix bizarre pour beaucoup, il apparaît que la stratégie en course de Ferrari avait été, en fait, déterminée bien plus tôt. Ferrari n'avait pas d'autre choix que le pneu dur, estime Wolff. Il n'avait plus que les pneus durs et tendres. Il était trop tôt pour mettre Charles sur des tendres. Ferrari a commis l'erreur vendredi en ne gardant pas un jeu de médium en plus. Quel génie, c'est Ferrari. A noter que si Ferrari avait écouté Leclerc, Monégasque n'aurait pas eu besoin de ce train de médium en plus, et serait passé en temps plus tard. Bah oui, il suffisait de rallonger le relais, ça se passait bien. Pourquoi vous l'avez arrêté en fait? Pour couvrir Max? Mais quelle connerie. Le père de Max, Jos, du coup, estime aussi qu'il ne faut pas trop blâmer Ferrari.
Sur le coup, j'aurais fait le même pari que Charles, les durs pour finir la course et tenter de les faire fonctionner. Ah bah, t'aurais été aussi con que les stratèges Ferrari alors, Yos. Désolé, hein. Nos décisions ne sont pas toujours bonnes chez Red Bull, mais oui, nos erreurs sont moins nombreuses. C'est pourquoi nous avons 80 points d'avance. Logique. Selon Ralf Schumacher, le rôle de Binotto en tant que directeur d'équipe pourrait commencer à être remis en question au fil du temps, dans le contexte d'erreurs répétées. Je vois les emplois de deux personnes en danger, Ricciardo et aussi Mattia Binotto. Quand vous avez la possibilité de gagner le championnat du monde avec Ferrari et que vous jetez vos opportunités si négligemment, ça devrait devenir difficile pour vous. Donc, je le vois en danger pendant la pause estivale. Il y a trop de petites choses qui ne vont pas et trop de problèmes techniques. Ben, ça dégage, hein, ça dégage. Arriva Bene a été viré pour beaucoup moins que ça. Et d'ailleurs, lui, il était meilleur que Binotto, je trouve. Bon, après, ils avaient remplacé Arriva Bene par... je sais plus comment il s'appelait, le vendeur de Ferrari américain, là. Non, ou alors ça devait être avant, je pense, avant Arriva Bene. Je m'en souviens plus exactement. C'était peut-être pour faire la transition entre Domenicali et Arriva Bene, justement. Bref, on s'en fout au pire. Tout ce qui importe, c'est la situation actuelle de Ferrari, qui est catastrophique. Donc il va falloir faire quelque chose, hein, clairement. Bon, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que Binotto doit être viré? Je vous pose la question. Alonso n'a rien à dire sur la défense extrême d'Ocon en Hongrie. Ouais, Ocon, il y a un mème qui est sorti d'ailleurs 10 ans, je vais vous le montrer, parce que là, celui-là est excellent. Donc en gros, Ocon qui défend contre Alonso, c'est un lion. Ocon qui défend contre les autres pilotes, c'est un chien déguisé en lion, voilà. En gros, il défend très fort face à Alonso et contre les autres pilotes. Il défend pas très très fort. Je crois que ça résume bien la situation. C'était assez extrême, a déclaré Alonso, mais j'ai ralenti et il ne s'est rien passé de toute évidence. Daniel était sur une stratégie différente, donc j'étais pas trop inquiet à ce moment-là. C'était pas un problème trop important. J'ai rien à dire de spécial, nous essayons toujours de nous battre durement, mais nous donnons toujours 1% de marge pour éviter l'accident. Nous avons jamais eu d'incident, et ils n'arriveront jamais. Ne jamais dire jamais, parce que Ocon s'est déjà accroché avec ses équipiers, hein. Perez notamment, chez Force India à l'époque. Alonso reconnaît avoir été agacé dans le cockpit, mais n'en tient pas rigueur aux Français. Bien sûr, ce type de défense vous surprend. Parfois je fais la même chose, parfois il fait la même chose, et c'est le cas dans d'autres équipes. Interrogé sur les difficultés rencontrées pendant la course, Alonso ne blâme pas spécifiquement les stratèges et les choix des pneus durs pour faire un long relais, mais plutôt un manque de performance globale. On était trop lent, c'était le problème, je ne pense pas qu'une stratégie à un seul arrêt était pire que celle à 2 arrêts. Mais notre rythme n'était pas aussi bon que la veille, je ne sais pas si c'est dû aux conditions, au vent ou à la température, mais nous avons eu du mal avec les deux gommes. Ferrari et Alpine, même combat visiblement. Et même connerie stratégique aussi. Dans l'ensemble, je pense que pour marquer les mêmes points que McLaren, nous devons être fiers et nous devons être heureux du résultat. Mais nous avions probablement des attentes plus élevées. Après être partis 5 et 6. Ouais, vous en sortez bien parce qu'au final, McLaren, encore une fois, il n'y a qu'une seule voiture qui ramène des gros points. Il s'agit de Norris. Ricciardo, dans les choux, encore une fois, il s'est fait atomiser par Norris et il leur des points. Donc, il n'y a qu'une voiture et demie qui ramène des points en fait chez McLaren et contre 2 voitures chez Alpine. Donc forcément, sur le papier, c'est Alpine qui va gagner le duel. Donc à voir. Peut-être qu'un jour Ricciardo se réveillera, mais ce serait bien de se réveiller pas trop tard non plus, Daniel. Je vous laisse commenter, ciao. Alors Horner, Verstappen était à 3 tours de devoir abandonner en Hongrie. S'il avait un peu moins roulé en qualif, le problème de moteur serait arrivé en course. C'est pas faux, c'est pas faux. Encore, il s'en sort bien, hein, notre ami Verstappen. Là. Nous avons changé le moteur car il y a un composant qui s'est cassé dans la voiture de Max. Heureusement, avec le recul, nous sommes reconnaissants qu'il se soit cassé en qualif, car sinon, c'était qu'une perte de puissance pour lui. Ce n'était pas qu'une perte de puissance. Mais il se serait cassé au bout de 3 tours. Au bout de 3 tours de plus, donc, en début de course. Si nous avions fait 3 tours de moins en libre ou en qualif, ça aurait été cuit. Nous n'aurions rien vu à temps. Nous avons choisi de changer l'ensemble de l'unité de puissance plutôt que d'essayer de réparer juste la pièce défaillante. Par précaution, nous avons également changé celui de Checo. Verstappen a rencontré un autre problème avec sa voiture pendant la course dont il a discuté avec son ingénieur. Horner confirme que l'embrayage de Verstappen a commencé à causer des problèmes. Nous avons eu un problème d'embrayage au début de la course sur la voiture de Max, un problème qu'il gérait. Les températures devenaient un peu incontrôlables. C'est pourquoi nous l'avons retenu pendant un certain temps derrière, Carlos Sainz en particulier après le premier arrêt. Mais par la suite, une fois que nous l'avons relâché et que nous avons maîtrisé le problème d'embrayage, il avait un rythme effréné. Malheureusement, ça lui a joué des tours, à un moment avec ce 360 degrés sans conséquence. Ah, il s'en sort bien aussi avec son 360 degrés. Il a une chance cette saison, Verstappen. Bon, peut-être pas les 2 premières courses où il a abandonné, ok. Mais après, c'est la chatte à Max, quoi. Hein. C'est plus la chatte à Lewis, c'est la chatte à Max. Le chat a changé de... C'est pas le chat noir pour le coup, mais c'est le chat chanceux. Le Lucky Cat, il a changé de voiture. Horner admet que l'équipe n'avait jamais pensé qu'une victoire serait possible après que ses pilotes se soient qualifiés 10 et 11, où les dépassements sont souvent difficiles sur ce circuit. Sur ce circuit, notre analyse d'avant-course montrait que si tout se passait bien, les 5e et 6e places pourraient être réalisables. Ah oui, mais ça c'était sans compter l'incompétence de Ferrari, Christian, voyons.
donc gagner à partir de la 10e place sur la grille sans safety car ou pluie, pour tout chambouler, c'est au-delà de toutes nos attentes. Alors, en fait, oui, Pérez, du coup, il est rentré dans leur simulation, il a fait 5. Bon, il aurait dû faire 6 hein, sans la compétence extrême de Ferrari. Mais Max, du coup, oui, il a surpassé les attentes. Forcément, la voiture était une véritable fusée. La voiture de Max, en tout cas, pas celle de Pérez, visiblement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse commenter. Ciao. Alors, Hamilton, battre les 2 Ferrari en course, c'est fantastique. Oui, tout à fait. Par contre, faut quand même relativiser parce que leur strat était nulle. En Hongrie aussi. Est-ce que Mercedes les a vraiment battus sur la perfo ou sur une meilleure strat? Bon, ça reste à vérifier sur les prochains circuits. C'est extrêmement satisfaisant, c'est un sentiment incroyable pour nous, étant donné que l'année que nous avons eue, de voir les progrès que nous avons eu à commencer à faire. La semaine dernière, la 2e place était déjà énorme pour nous, et c'est la 2e course consécutive que Georges et moi, nous avons partagé un podium, ce qui est fantastique pour l'équipe en termes de points. Terminer tous les deux devant les Ferrari est énorme pour nous, étant donné le rythme qu'ils ont eu. Et pour moi, évidemment, commencer la course en 7e position et arriver 2e est une belle remontée. Oui, ça par contre, franchement, bravo. Sachant qu'il est de loin, il est loin d'avoir la meilleure voiture, on va dire. Je pense qu'étant donné les problèmes que nous avons eus ce week-end, ça montre que nous avons un très bon rythme en course. Hamilton revient sur le moment, qui selon lui a été crucial pour sa course. Je dirais probablement le 2e relais. Je suis allé plus loin dans ce 2e relais, ce qui m'a donné l'option de passer au pneu plus tendre à la fin. Ce décalage que je me suis permis d'avoir, je pense que la course a probablement été perdue avec le 1er relais, avec le pneu médium. Mais ensuite, vers la 2e et la 3e partie de la course, c'était assez épique. Le Britannique regrette les problèmes qui lui ont coûté une bonne qualif. Il reconnaît également qu'un 1er relais en tendre aurait aidé à viser la victoire. Nous aurions été plus proches de Max, je pense, mais qui sait. Peut-être que je n'aurais pas été capable de faire la même distance avec ces pneus, et si nous étions partis là où je pense que nous aurions dû partir, sans le problème des qualifs, je pense que nous aurions été en bien meilleure position pour affronter Verstappen. Ouais, mais alors après, on peut relativiser. Hein. Si Verstappen avait fait une qualif normale, il aurait été 1er ou 2e, donc il aurait gagné largement en fait. Donc voilà, avec des si, hein. Avec des progrès apparents et des résultats de plus en plus convaincants, Hamilton ne cache pas qu'une victoire est désormais l'objectif chez Mercedes. Je l'espère, c'est ce à quoi nous travaillons. Ce week-end, il y avait du potentiel pour une victoire. Vous avez vu Georges-Jean-Paul, je pense que si nous avions été tous les deux aussi bien qualifiés, on aurait probablement pu travailler un peu mieux ensemble. L'un d'entre nous aurait eu à soutenir l'autre sur le plan stratégique. Mais je pense que si nous sommes capables de garder ce rythme dans la seconde moitié de la saison, nous pourrons commencer à nous battre avec les autres. C'est la première fois que nous avons été en mesure de nous battre avec une Ferrari. C'est énorme pour nous. Hamilton voit Red Bull encore détaché devant, mais il pense que son équipe est désormais très proche de Ferrari. Je pense que les Red Bull sont encore en tête. Le fait que Max soit parti 10e, qu'il ait fait un tête à queue, qu'il ait encore 10 secondes d'avance en dit long sur leur voiture. C'est vrai. Mais alors, c'est quand même étonnant, parce que Pérez, il est largué de chez largué, et Verstappen, il arrive à faire ça, quoi. Il y a vraiment une différence de niveau assez flagrante, hein, entre les deux voitures, ou entre les deux pilotes, ou un peu des deux, peut-être. Je pense que nous avons encore fait d'énormes progrès, et avoir cette constance et 2 doubles podiums dans ces 2 dernières courses nous donne beaucoup d'espoir et un énorme coup de pouce pour la seconde moitié de saison. Et on a hâte de voir évidemment la directive du marsouinage, des planchers là, qu'il y aura à Spa. Est-ce que ça va resserrer encore les perfos entre les 3 équipes de pointe? Moi j'ai hâte de savoir. Hein. Vite, que cette pause passe le plus vite possible. Allez, ciao ciao. Et Mercedes boucle son début de saison le plus difficile depuis longtemps. L'équipe allemande part en pause avec un nouveau double podium. Bravo à toute l'équipe pour cette belle conclusion de la première partie de saison. L'équipe et les pilotes peuvent être fiers de la façon dont nous avons rattrapé ce week-end après un vendredi effrayant. La première pole de Georges est la première étape, et la première de l'équipe avec la W13, c'était une belle réussite, et un autre double podium est un excellent moyen de partir en vacances. Il nous faut encore plus pour obtenir cette première victoire de la saison, mais chaque semaine on a l'impression que ça se rapproche de plus en plus, et l'équipe est déterminée à atteindre rapidement la plus haute marche. Et oui, mais il y a un problème de taille. Le problème, c'est Max Verstappen. Encore lui. Parce qu'il y aurait déjà 2 victoires sans lui. Chauvel le reconnaît, Mercedes a beaucoup souffert lors des 13 premières courses de l'année. Ça a été le début de la saison le plus difficile que nous ayons connu depuis longtemps. Mais c'est extrêmement satisfaisant de voir l'équipe et les pilotes travailler si dur pour amener la voiture au niveau dont on a besoin. Tout le monde attend avec impatience cette pause estivale depuis un certain temps, pour se reposer, se ressourcer. Mais nous voudrons reprendre là où nous sommes arrêtés à Spa et espérer terminer l'année en force. Ouais, donc il y a eu la première pole cette saison, il y a eu plusieurs podiums d'affilée, des doubles podiums même. Donc maintenant, il n'y a plus que la victoire qui reste à obtenir. Et là, ça sera bien déjà. Là, pour 2023, ça promet. Hein, s'ils arrivent à gagner une ou plusieurs courses en cette fin de saison 2022, l'année prochaine, il faudra compter avec eux, et ça, c'est cool. Bon, bah écoutez, 4 semaines, ça va être long d'attente. Mais bon, faut faire avec.
On va repartir après sur 3 Grands Prix d'affilée, à une semaine d'intervalle, donc ça va envoyer du lourd. Allez, ciao. Alors, un article qui a été écrit sur Automoto, rubrique sport, les transferts de Fernando Alonso sont globalement nazes. J'adore le titre. Minardi Renault, donc 2001-2003, transfert réussi repéré par Adrian Campos puis Fabio Briatore, l'Espagnol fut prêté à Minardi pour sa première saison F1, aucun point n'est marqué au cours de cette première campagne, mais les chronos prometteurs et la maturité de Alonso prouvent à Renault, qui surveillait le jeune pilote de 20 ans, que le potentiel était là. Problème, le losange a déjà signé Button et Trulli. Alonso devient pilote essayeur et multiplie les kilomètres durant l'année 2002, mettant notamment au point le V10 à 111 degrés. Il effectua également un test prometteur pour le Jaguar. Le choix de Fabio Briatore de virer Button pour aligner Alonso en 2023 créa la polémique, mais la première victoire de pilote d'Oviedo au Grand Prix de Hongrie, dès sa première campagne en bleu, fit taire les critiques. Renault, McLaren, fin 2006, transfert raté. Quand un double champion du monde quitte son équipe, ça fait grand bruit. À la fin de la saison 2006, l'Espagnol décida de partir pour l'équipe McLaren en pleine reconstruction. La mise en scène, payée notamment par la Banque Santander, fut phénoménale. Alonso roula dans les rues de Valence et multiplia les déclarations triomphalistes avec son nouveau patron, Ron Dennis. Mais il y avait un os, et cet os, c'était Lewis Hamilton. Toujours lui, toujours là, Lewis. Celui-ci menacé par ses performances, la domination attendue du double champion du monde, excédé. Fernando Alonso bloqua volontairement son équipier dans la voie des stands pendant les qualifs du Grand Prix de Hongrie et occupa un rôle compromettant dans l'affaire d'espionnage opposant McLaren à Ferrari. Et oui, la petite balance, Fernando. Il a trahi McLaren. L'atmosphère dans l'équipe devient irrespirable. Au Brésil, les deux pilotes perdirent le titre face à Kimi Räikkönen. Fernando ne pouvait pas rester. McLaren Renault, pardon. Fin 2007. Transfert raté. Ouais, mais en même temps, retour au bercail. Et pourquoi ? Parce qu'il a pris encore Renault pour une écurie bouche-trou. Retour au bercail, donc, avec une réputation ternie. Briatore autorisa le retour de Alonso dans l'équipe aux losanges, mais Alonso avait perdu le fil technologique. En 2 saisons, le double champion du monde ne récolta que 4 podiums. Dans le même temps, Lewis Hamilton remportait son premier titre pilote avec McLaren. Le deuxième passage de l'Espagnol chez Renault fut surtout empoisonné par le Singapore Gate. L'écurie franco-anglaise avait monté un stratagème pour permettre à Alonso de remporter le Grand Prix asiatique. Oh ouais, ça aussi, putain. Mais c'est bizarre, Alonso il était toujours dans les sales affaires, hein, quand même. Celui-ci impliquait notamment son équipier, Piquet Junior, écrase volontairement sa monoplace dans le rail, afin de provoquer une intervention de la voiture de sécurité. L'Espagnol était-il au courant ? Si l'opération réussit, ce fut la seule victoire d'Alonso en jaune et blanc. Les retombées furent sérieuses. 12 mois plus tard, la FIA décide d'exclure à vie le patron Briatore et le stratège Pat Simons. Renault mit fin à son aventure en Formule 1 en vendant l'équipe à Gérard Lopez. Fernando chercha une porte de sortie. Voilà, alors, d'ailleurs, à propos de ça, est-ce que vous pensez qu'il était au courant ou pas, Alonso, de cette affaire avec Piquet là Vous pensez qu'ils l'ont briefé avant la course et qu'ils lui ont dit on va faire ça Moi je pense que oui quand même. Je pense qu'il était au courant, ouais. Après personne ne peut le prouver, il n'y a que lui qui le sait, mais je pense qu'il était au courant. Évidemment il niera à chaque fois, mais... Voilà, alors Renault, Ferrari, fin 2009, transfert raté. Écurie en déclin, cherche nouveau leader. Après le départ de Jean Todt, le nouveau patron de la Scuderia, Domenicali, voulait redonner un souffle à la Scuderia. Et quoi de mieux qu'un pilote insatiable pour souder l'équipe ? L'arrivée d'Alonso suscita de grands espoirs. Déçu dès la première saison, l'Espagnol perdait le titre face à Vettel en Red Bull, lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, en raison d'une erreur stratégique de son équipe. Tiens donc, il y avait déjà à l'époque des erreurs stratégiques chez Ferrari. Et oui, il était bloqué derrière une Renault en plus, quelle ironie, derrière Petrov. 2 ans plus tard, Alonso perdait de nouveau une occasion d'être couronné sous la pluie d'Interlagos. Les relations devinrent glaciales lorsque Maranello accoucha de 2 monoplaces médiocres en 2013 et surtout 2014. Domenicali virait, le nouvel homme fort chez Ferrari fut Maurizio Arriabene, et celui-ci comptait sur Sébastien Vettel pour sortir la Scuderia de l'ornière. Il montra la porte de sortie à Fernando Alonso. Alors, Ferrari, puis retour chez McLaren, fin 2014, transfert raté. Il ne faut jamais dire jamais. Si Ron Dennis et Fernando Alonso s'étaient quittés en mauvais termes fin 2007, ils renouèrent leur alliance au moment où Honda revenait en Formule 1. Là aussi, il y a eu un os. Le V6 japonais se montre épouvantable, aussi peu fiable que puissant. À Suzuka, Fernando Alonso cria donc GP2 Engine. GP2 Engine. Après une énième casse à Interlagos, le pilote préférera s'allonger sur une chaise longue devant les photographes du monde entier et devenant ainsi un mème. Plutôt que de rejoindre son garage, la suite ne fut pas guère brillante. Alonso ne récolta aucun podium en 4 saisons, même lorsque McLaren décida d'abandonner Honda pour adopter le V6 Renault. Sans soutien du premier plan, Fernando quitte à la Formule 1 pour participer au Dakar et aux 24 heures du Mans. Est-ce qu'il y avait encore Ron Dennis à l'époque ? Je suis pas sûr. Hein. C'était pas déjà Zach Brown qui gérait McLaren ? J'ai un doute là, il me fout le doute. Arrivé chez Alpine, donc fin 2020. 3e passage à Enstone pour Fernando Alonso, annoncé en juillet 2020.
juillet 2020. Le retour du double champion du monde en Formule 1 au sein de l'écurie avait pour ambition de porter les Bleus vers l'avant. Mission à moitié réussie. Lors de sa première campagne chez Alpine, l'Espagnol démontra qu'il était toujours au vert malgré ses 40 ans, arrachant un podium au Qatar et devançant régulièrement Ocon. La saison 2022 devait être celle du décollage avec le changement réglementaire et les premiers effets du plafonnement des budgets. Mais le résultat ne semble pas avoir convaincu Alonso de rester. Je veux faire partie d'une organisation qui s'engage à apprendre, à se développer et à réussir, a-t-il écrit sur son compte Instagram en réaction à son transfert chez Aston Martin. Oui, Alpine appréciera du coup. Hein. Bon, eh ben écoutez, maintenant voilà, nouvelle aventure l'année prochaine. À partir de 2023, pour combien de temps? On verra. Au moins 2023 et 2024 inclus. Maintenant, 2025, il sera vieux. Hein. Là, il vient d'avoir 41 ans, donc 2025, tu rajoutes 3 ans. 44 ans. Pouh là là. Ça va commencer à faire hein, quand même là. Hein. Donc voilà, vous êtes très critique envers son nouveau transfert à Fernando Alonso. Vous dites tous à peu près dans les commentaires, hein, c'est une mauvaise décision. Pourquoi il quitte Alpine alors qu'Alpine joue la 4ème place au constructeur et que Aston Martin est 9ème au classement en constructeur actuellement? C'est pas faux, vous avez raison, hein, franchement. Vu comme ça, on peut ne pas comprendre sa décision. Après, peut-être qu'il y a eu des garanties aussi, des garanties de performance pour l'année prochaine. Ils lui ont dit on construit des souffleries, on construit des usines, ça va tourner à plein régime, tu vas voir, on recrute des gens, etc. 2023 sera bien meilleur que 2022, on te le garantit. Et puis ils vont peut-être signer un petit chèque sympathique aussi à Fernando Alonso. Lance Stroll, il a bien... Lorenz, pardon, pas Lance. Lorenz, il a beaucoup plus de moyens en tant que milliardaire que Alpine, du coup, qui est un constructeur de voitures de tous les jours, donc ils ont un budget quand même limité. Et on sait que le plafonnement des salaires des pilotes n'est pas en place, et ne le sera sûrement jamais. Donc du coup, il peut aligner les zéros comme il veut, le père Lorenz. Donc c'est ça, à mon avis, qui lui a fait changer d'avis à Alonso, qui est lui qui disait je ne partirai pas d'Alpine, je veux rester chez eux, etc. etc. Alors, vous m'avez dit aussi, il a fait un geste pour Oscar Piastri, pour qu'il puisse avoir un baquet. Honnêtement, je pense pas. Alonso, c'est pas le genre à se préoccuper des autres pilotes. Hein. Lui, il est très égoïste, comme beaucoup de pilotes d'ailleurs. Mais d'un côté, si t'es pas égoïste en Formule 1, bah t'y arrives pas, tu te fais bouffer. Donc pour moi, il s'en fout de Piastri. Hein. S'il avait pu le bloquer même encore une année de plus, il l'aurait fait, je pense. C'est juste qu'il a pas trouvé de terrain d'entente avec Alpine, qui voulait le garder qu'un an seulement, avec une paye bien moins grande, sans garantie forcément qu'Alpine serait aussi performant que cette saison. L'année prochaine. C'est vrai que Alpine peut très bien s'effondrer aussi l'année prochaine, hein, avec le retour de plusieurs équipes au premier plan. Donc rien ne garantit que Alpine restera 4ème force du plateau ou 5ème. Ça dépendra de la saison 2022, forcément, parce qu'ils sont en lutte avec McLaren quand même. Donc voilà, nouveau challenge pour Fernando Alonso à partir de 2023. Écoutez, moi je lui souhaite du courage. On verra ce que ça donne. Maintenant, on attend évidemment l'annonce du pilote qui remplacera l'Espagnol chez Alpine. A priori, ce sera Piastri, il n'y a pas trop de doute. Donc voilà, au final, on se rend compte aussi qu'il est revenu chez Renault un peu par dépit à chaque fois. Hein. Il a quitté Renault au sommet, il part chez McLaren, il revient chez Renault parce que il n'a pas trop le choix au final. Sinon, c'est la retraite anticipée pour Fernando. Bon, Renault, c'est pas ça. La voiture n'est plus aussi bonne qu'avant, donc il requitte Renault pour aller chez Ferrari, l'écurie de ses rêves, entre guillemets. Et il se rend compte que chez Ferrari, au final, c'est un peu la merde aussi, donc il fait quoi? Il va chez McLaren, avec le projet McLaren Honda. Pour lui, ça va casser, ça va tout péter, quoi. Bah non, en fait, c'est les moteurs qui pètent plus qu'autre chose, plus que la perfo, pour le coup. Et c'est vraiment, je crois que c'est la pire période de sa carrière. Hein. L'époque McLaren Honda, c'était pire que Minardi, limite. Même si, il pouvait rien dire, hein, Minardi, il était débutant, donc voilà. Et après, donc, petite retraite pour Fernando, il va tester d'autres choses, et il revient en Formule 1. Encore du côté de Renault. Avec Alpine. Et il reste 2 ans, encore une fois, comme entre 2008 et 2009, pour quitter à nouveau l'écurie d'Enstone. Au final, ils disent tous que Enstone, Renault, Alpine, etc., c'est l'écurie de ses rêves, l'écurie de sa vie à Fernando, mais non, pas du tout en fait, parce qu'il n'est pas resté tant que ça chez eux, hein, quand tu fais les comptes. Hein. Il les a pris pour des bouches-trous, moi je dis, hein, plus qu'autre chose. Hein. Donc voilà, on verra combien il reste de temps chez Aston Martin. Bon, ce sera pas plus de 3 ans, je pense. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, à 45 ans, je suis pas sûr qu'il soit aussi frais que maintenant, à 45 ans, en vrai, quand même. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Enfin, 3 ans, ça fera 44. Ouais, donc, à mon avis, il ira au maximum, il restera 3 ans chez Aston Martin, après il se cassera. C'est ma prédiction. Ou peut-être qu'il quittera avant, s'il voit que, au final, l'écurie est merdique, et qu'elle n'évolue pas, comme en 2022. Bon, vous écoutez, en tout cas, ça nous promet
Encore pas mal de choses du côté de Fernando Alonso. Qu'avez-vous pensé de ses choix de carrière? Dites-moi tout en commentaire. Allez, ciao ciao.